de la tradition des universités populaires. On va essayer avec vous de mettre en place des conférences une fois par mois. Et à côté de cela, ce qui va être un petit peu la particularité de notre association des bancs publics, c'est qu'on va essayer de mettre ensemble, avec les personnes qui adhèrent à l'association, qui nous soutiennent, des moments de travaux intermédiaires entre les conférences pour essayer de travailler sur ce qui a pu être dit à une conférence précédente et puis d'anticiper sur de nouveaux travaux à venir, puisque nous souhaitons effectivement à travers ces universités populaires échanger les savoirs de chacun, voilà, qu'ils ne viennent pas uniquement de conférenciers, d'universitaires, mais également de gens qui appartiennent à la cité. Et notre idée, effectivement, c'est de partager ces savoirs-là ensemble. Donc à travers ces conférences, d'une part, qui dans un premier temps, effectivement, sont menées par un conférencier, et puis dans un second temps, seront partagées avec vous. Voilà. On espère que vous aurez plein de choses à nous dire sur ce que vous avez entendu. Et puis sur un second moment, voilà, à travers des moments qu'on peut appeler, voilà, des ateliers pédagogiques, voilà, qui vont scander effectivement les différentes séances. Donc pour cette première conférence, nous avons choisi de prendre une proposition assez large qui va avoir pour objet d'une part de nous faire réfléchir à la signification, enfin c'est mon ambition, à la signification de l'acte de manger, qui n'est pas simple, et d'autre part, ce sera aussi l'occasion de présenter les différentes conférences auxquelles vous serez invités donc, durant cette première session. Donc le titre problématique, c'est « Manger, ce n'est pas naturel ». Et je vous propose en fait pour commencer de partir d'une réflexion de la philosophe donc Simone Veil, à savoir les enfants sentent ce malheur, ce qu'on mange, on le détruit, ce qu'on ne mange pas, on n'en saisit pas pleinement la réalité. Alors ça peut sembler être une proposition assez obscure, mais elle a, alors d'abord je vais l'éclairer, et d'autre part elle a pour vertu de dire d'emblée que manger, c'est extrêmement complexe, dans la mesure où il s'agit d'assimiler quelque chose qui est extérieur à nous, de l'assimiler et par là même de le détruire, potentiellement. Alors de le détruire, mais pas simplement, car ça serait tellement simple sinon, parce que en fait, finalement, c'est aussi quelque chose qui va demeurer en nous. C'est-à-dire que manger, c'est donc incorporer des éléments extérieurs, je décompose, et en même temps, ces éléments extérieurs, de les faire non plus étrangers, mais propres. Ce qui va impliquer, pour un être humain que nous sommes, et ce depuis la plus tendre enfance, d'adhérer. C'est-à-dire que, à la différence de l'animal, le petit être humain va non seulement donc s'alimenter, mais consentir à s'alimenter. Autrement dit, manger, c'est adhérer au monde extérieur. Très vite, c'est adhérer à ce que sa maman propose comme repas. Et c'est potentiellement aussi, bien sûr, ne pas adhérer. Refuser la soupe, faire comme ça, avec sa bouche, ne rien vouloir faire rentrer. Et en fait, ce qui peut donc, encore une fois, sembler tout à fait quotidien, anodin, voire naturel, lorsqu'on fait un usage abusif de l'adjectif naturel, on a tendance à penser naturel comme normal, voire bien. En fait, là, je le prends vraiment au sens strict, c'est-à-dire ce qui est relatif à la nature. Est donc, d'emblée, extrêmement complexe, puisque ça nous ramène à des questions de rapport entre soi et le monde extérieur, d'emblée. Le monde extérieur qui va être absolument vital pour nous. Donc, ça nous renvoie à notre très grande vulnérabilité, puisque si personne nous nourrit, eh bien on meurt. Et nous sommes, parmi les espèces, parmi tous les êtres vivants, les seuls qui ne peuvent absolument pas se nourrir tout seuls. Autrement dit, à chaque fois qu'on mange, c'est parce que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, nous donne à manger. Donc, c'est là notre extrême vulnérabilité. C'est là aussi notre extrême pouvoir. Parce qu'on est aussi potentiellement celui qui nourrit. Donc,
au travers de l'alimentation se joue non seulement effectivement un certain rapport à la nature, en effet, mais quand je dis un certain rapport à la nature, on n'est déjà plus dans la nature, on est déjà dans la culture. Se joue surtout donc des relations qui vont constituer non pas une nature, mais un monde, une société, une communauté. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement manger c'est tout sauf naturel. Alors c'est ce que je vais essayer de développer en différents points. Dans un premier temps, tout simplement, je vais vous montrer assez vite, enfin je veux dire, j'espère que je vais assez vite parvenir à vous faire la démonstration que manger c'est un fait social. C'est la raison pour laquelle donc ce n'est pas naturel. C'est un fait social qui va impliquer une série de conventions. On pourrait presque dire que manger, c'est faire de la grammaire. Je pousse le bouchon. On verra aussi que manger, parce que c'est un fait social, c'est aussi un fait éminemment politique, dans la mesure où on va forcément faire de l'alimentation tout de suite, très vite, une question de pouvoir, et ce à différents niveaux. Et enfin, alors je dis et enfin, et j'aurais pu dire d'emblée, c'est aussi un fait spirituel, voire religieux, puisque lorsque l'on mange, je pense que là je l'ai déjà à peu près dit, on mange aussi de la signification. Alors c'est pas très joli comme formulation, mais ce que je veux dire c'est que on mange jamais simplement un plat, on mange d'une certaine façon, on mange aussi ce que l'autre a mis dans ce plat. Donc il va être évidemment question de goût, il va être aussi question de plaisir, de dépendance, etc., etc. Alors je vais commencer tout de suite par le premier point, hein, c'est mieux. À savoir, manger c'est un fait social qui va donc impliquer d'adhérer à un certain nombre de conventions. Et je rends hommage à Charlie Chaplin, qui pour moi est absolument génial, mais pour beaucoup de monde, donc c'est pas grave, hein, voilà, il est génial de toute façon. Et notamment, il est génial parce qu'il a pensé, dans les temps modernes, à cette fameuse machine à manger. Donc, je vais vous montrer l'extrait, ça dure 3 minutes. Freddy.
j'aurais pu le voir en entier. Hein. Alors, en plusieurs, d'ailleurs, pour ce film, en fait, Charlie Chaplin fait un tas. Alors, je pense que tout le monde à peu près connaît ce film. Voilà, donc en fait, hein, il s'agit des temps modernes. À plusieurs occurrences intervient la question du repas, en fait. J'ai appris il n'y a pas si longtemps, parce que les frères Dardenne ont fait un travail sur Charlie Chaplin et expliquent que Charlie Chaplin a beaucoup souffert de la faim et que donc d'où son obsession récurrente en fait, qui donc parce que je préparais ce travail m'a semblé encore plus récurrente, de la nourriture. Et en fait là, pour critiquer en fait ce qu'il fait en fait dans les temps modernes au départ, donc il est embauché dans une usine. Il se trouve à la chaîne. La scène qui suivra celle-là, il va faire une espèce de décompensation. Hein, il devient fou. Et du coup, il se trouve lui-même pris dans l'engrenage de l'usine. Hein, vous voyez cette scène? Dans la machine, absolument. Donc il est lui-même ensuite dévoré par cette machine. Donc c'est absolument génial puisqu'il est lui-même... Il se figure comme étant l'aliment de cette usine, donc, et là-dessus, donc c'est une critique très très dure du travail ouvrier à ce moment-là, à savoir comment en fait l'usine mange littéralement, prend l'énergie, fait de l'homme une matière vivante, après, et puis qui va se transformer en je ne sais pas ce qu'il fabrique, en différents bouts de voiture peut-être, je ne sais pas. Et en l'occurrence, cette machine à manger, c'est vraiment... l'idée qu'on va faire avaler aux ouvriers. Alors vous avez vu, hein, il continue à travailler. Enfin, l'idéal, ce serait qu'il reste à la chaîne. Hein, et on va le faire manger suivant la cadence, une cadence qui est préétablie. Donc hein, on a mesuré combien de temps en gros il fallait pour manger un morceau de maïs. Évidemment, ça ne fonctionne pas, Dieu merci. Et en fait, on va cadencer comme ça le repas. Et on va faire en sorte surtout qu'il n'y ait pas de résidus, puisque... l'ouvrier va incorporer ce par quoi lui-même il est incorporé. En somme, la boucle est bouclée. Il n'y a plus de reste. Donc c'est un monde absolument parfait, l'usine. Bien sûr, tout ça étant extrêmement ironique, hein, sinon comique. J'ai entendu des rires, n'est-ce pas, voire outrancier. Mais derrière, en fait, cette scène, il y a quand même... l'idée qu'on lui... Parce que juste avant, il y a la pause. Il y a la pause du repas, vous savez, et la pause qui est vraiment attendue, parce que c'est le moment où on va manger. Et en mangeant, on apporte quelque chose de chez soi, justement, quelque chose qui est étranger à l'usine. Alors, d'aucuns, une soupe, d'autres, un sandwich, on s'assoit sur un banc. Alors lui, c'est catastrophique, parce qu'il n'arrive plus à porter sa soupe, bref. Mais en fait, voilà, cette machine à manger, c'est vraiment, on ne veut plus que quoi que ce soit vienne de l'extérieur. Et ce faisant, il rappelle quelque chose qui avait déjà été démontré par différents anthropologues, il le fait à sa manière, c'est que manger, comme je le disais tout à l'heure, c'est assimiler des conventions. On mange toujours en fonction d'une structure communautaire ou sociale préétablie. Alors notamment, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss le montre très bien, dans ses écrits, lorsqu'il montre comment le repas est une grammaire. C'est pour ça que tout à l'heure que j'en ai parlé d'ailleurs, hein, une grammaire, dans le sens où en fait manger, c'est pas simplement assimiler des aliments, mais c'est les nommer, c'est les mettre dans un certain ordre, et c'est ainsi aussi structurer non seulement un repas, mais une journée, un quotidien, voire bien sûr aussi une communauté. On sait par exemple comment le passage du cru au cuit, alors on le date plus ou moins clairement, et d'ailleurs j'ai oublié la date, le passage du cru au cuit va être un moment extrêmement structurant pour les homo habilis, puisque, c'est l'expert en homo habilis, puisque en fait ça va être le moment où on va définir de manière plus précise une certaine répartition des tâches dans la communauté, puisque passer du cru au cuit, ça va impliquer qu'on prépare le repas, qu'on s'organise dans le temps, qu'on organise aussi un espace où on va manger en fait,
Et donc, ça rompt totalement avec la notion d'immédiateté naturelle. On n'est pas dans j'ai faim, je mange. On est dans j'organise des moments où je peux ou pas manger, et surtout, je dois aussi trier, distinguer les aliments, décider de ce qui est comestible ou pas, ça c'est le plus basique, mais aussi, très très vite, décider de ce que je peux manger ou pas en fonction des valeurs que j'attribue aux aliments. C'est-à-dire que dans toutes les communautés humaines, on va retrouver l'idée d'aliments qui sont purs et d'éléments qui sont impurs. Les aliments purs étant plus ou moins, alors ça dépend des communautés, soit on mange ce qui est pur, soit on ne mange pas ce qui est pur. Hein. Mais en tout cas, il y a cette dichotomie qui arrive très très vite et qui va donc faire de l'alimentation quelque chose d'extrêmement plus compliqué que ce qu'on pourrait envisager comme ça d'emblée. Et en plus, s'ajoute à ce passage du cru au cuit une dimension extrêmement importante qui est une élévation, on pourrait dire, intellectuelle, parce que du coup, il va falloir effectivement arriver à se projeter dans le temps, en tant que personne, se projeter dans l'espace. On sait bien aussi comment on refait ça à chaque fois avec les petits-enfants, ritualiser, organiser les repas. En fait, si vous regardez bien vos journées, elles sont toujours un petit peu autour des repas. Symboliquement, hein, même des fois on souffre, on dit on n'a même pas eu le temps de manger aujourd'hui. Et quand on n'a pas le temps de manger, c'est grave. Enfin, en tout cas, symboliquement, c'est grave. On peut s'organiser dans les entreprises pour dire il nous faut un temps pour le repas. Donc, le moment du repas demeure un moment extrêmement significatif en termes d'organisation sociale et en termes de relation à soi. Voilà. Mais oui. Hein. Alors, à ce propos, justement, pour revenir maintenant à aujourd'hui, il y a différentes questions qui se posent, qui sont plus contemporaines, notamment autour de l'élevage, par exemple, autour de la relation qu'on peut entretenir avec les bêtes. Et notamment, il y a une sociologue que je trouve très intéressante qui s'appelle Jocelyne Porcher, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, en 2014, on est en 2015, qui s'appelle « Éleveurs et animaux, réinventer le lien ». Et elle explique en fait que il y a un certain malaise assez important chez les éleveurs en France, à propos de l'élevage industriel, et un certain nombre disent qu'ils ont le sentiment de ne plus élever des bêtes, de ne plus les élever pour être mangés, bien sûr. Hein. Ça, elle ne le met pas en question, c'est pas son propos. Mais en tout cas, elle dit, voilà, on n'élève plus des bêtes, on produit... Alors c'est de la production animale, et ils disent qu'ils sont des producteurs de biens d'origine animale, même. C'est-à-dire que... Et du coup... Par rapport à la signification, par rapport à ce que je viens de dire, en fait, c'est extrêmement troublant. Il y a une forme de désarroi chez les éleveurs parce que par rapport à la sacralité de la nourriture, indépendamment du fait religieux, par rapport au fait que produire de l'alimentation, c'est différent que produire une paire de chaussures ou produire une paire de lunettes. C'est différent parce que justement, ça va être avalé, assimilé. Et du coup, ça implique un rapport de confiance au monde. Ça implique aussi que les autres nous font confiance. Là, ils se sentent comme une forme de trahison dont ils sont en plus les auteurs, quelque part, les auteurs malgré eux, puisqu'ils sont eux-mêmes pris dans cette production industrielle. Alors, à ceci donc, fait écho très fortement les interventions multiples de Pierre Cotteron, donc, qui viendra lui aussi nous présenter son point de vue sur l'agriculture, donc pas nécessairement uniquement autour de l'élevage, mais globalement, c'est-à-dire en quoi précisément l'agriculture pose un certain nombre de problèmes très profonds en fait, au-delà même de la question strictement écologique, bien que la question écologique finalement, si on la traite sérieusement, en fait c'est de ça qu'elle traite. Ça va? Je suis pas sûre de... Bon. Alors je vais continuer. Alors